Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous attendons que les derniers participants prennent place. Beaucoup d'effervescence sur cette conférence. Bonjour à tous et merci d'être venus ce matin à la conférence sur la souveraineté alimentaire, un débat qui anime beaucoup de moments en ce moment, et notamment aussi sur le salon à d'autres endroits. Bienvenue donc au stand de FranceAgriMer pour le salon de l'agriculture, et je vais donc laisser la parole à Pierre Claquin, à la direction marché, études et prospectives, qui va démarrer peut-être déjà nous présentant un peu FranceAgriMer succinctement, et puis après qui attaquera dans le vif du sujet. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous d'être présents sur le stand de FranceAgriMer. Donc, on est très heureux de vous accueillir sur cette conférence sur la souveraineté alimentaire. J'en profite pour excuser ma directrice générale qui ne peut pas être là pour l'introduction de la conférence puisqu'elle est sur le salon du ministère sur ce même sujet. Donc on voit bien que c'est une thématique qui est d'importance. Si on regarde simplement le titre du ministère, on s'en rend bien compte. Voilà, donc bienvenue à tous. Nous allons effectivement essayer d'éclairer ce sujet de la souveraineté alimentaire, cette notion qui a regagné en importance très nettement ces 3 dernières années. Ça a été le cas déjà avec la crise du Covid, qui a mis à mal et en difficulté, sans pour autant conduire à des arrêts ou à des ruptures, les chaînes d'approvisionnement, et puis bien sûr la guerre en Ukraine qui a remis la question géopolitique sur le devant de la scène sur les questions alimentaires. Donc on va vous faire une présentation d'un travail qui a été réalisé au sein de FranceAgriMer, au sein de la direction marché études prospectives sur cette année 2022, sur les indicateurs de bilan pour éclairer la notion de souveraineté alimentaire. Donc on fera cette présentation à 2 voix avec Cécile Guillot, qui est chef de service au sein de la direction. Et puis on aura le plaisir de bénéficier du témoignage de Benjamin Lamère, qui est le président de Terre Univia, qui va présenter l'exemple d'une filière pour laquelle cette notion de souveraineté alimentaire est extrêmement stratégique et extrêmement importante, la filière oléoprotéagineux. C'est une des filières les plus concernées sans doute par cette notion, et ça depuis de nombreuses décennies déjà. Je vais sans attendre commencer la présentation pour vous éclairer sur cette notion. Revenir d'abord sur ce qu'elle peut signifier. La notion de souveraineté alimentaire, je l'ai dit, elle est revenue très fortement sur le devant de la scène ces dernières années, notamment depuis l'émergence de la crise Covid. C'est une notion qui pourtant n'est pas si récente que ça. C'est une notion qui a émergé dans la sphère internationale dans les années 90, notamment en 96, quand Via Campesina, qui représentait le courant altermondialiste, a posé cette notion comme une alternative à la notion de sécurité alimentaire, qui était une notion qui était alors assez restrictive. Elle s'est étoffée depuis, mais qui était assez restrictive dans ses fondements sur la façon de nourrir le monde. En gros, c'était le défi alimentaire mondial. Pour le coup, celui-là, il a toujours été sur le devant de la scène, mais avec différentes notions, en général, qui sont en compétition sur la scène internationale pour éclairer ce débat et voir comment le traiter au mieux. Donc au départ, on était sur une notion qui était une notion de contestation d'un cadre qui était le cadre principal, celui de l'OMC. Depuis les accords de Marrakech, les produits agricoles étaient rentrés dans le cadre classique, on va dire, de l'OMC, donc des échanges de biens. Et donc c'est face à cette tendance libérale que Via Campesina a proposé cette notion. Cette notion, elle s'est enrichie, elle s'est diversifiée au fil du temps. Et puis, elle est revenue sur le devant de la scène ces dernières années avec une acceptation sans doute un peu différente. Et c'est pour ça qu'on s'est autorisé à poser une définition pour caler ce dont on allait parler. Ce qui a changé probablement ces dernières années, c'est le rôle qu'on a confié aux États sur cette question de souveraineté. C'est-à-dire qu'on est moins sur une approche par les peuples, par les communautés, comme dans le courant intermondialiste. Et on revient sur une approche assez traditionnelle, finalement, de la souveraineté au sens étatique. Et donc on a retenu la définition suivante, la capacité d'autodétermination d'un État sur les systèmes alimentaires qui se déploient sur son territoire. Vous voyez que la notion est très vaste. Je pense qu'elle a vocation à couvrir l'ensemble de ces dimensions-là. On n'est pas uniquement sur l'acte productif, on est sur le système alimentaire. Le système alimentaire, c'est l'ensemble des acteurs, des chaînes, des flux de matière, des flux d'argent, des flux de normes qui encadrent depuis la production jusqu'à l'acte alimentaire, jusqu'à l'ingestion par les consommateurs.
Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche qui est assez globale. Pour autant, cette approche globale, on va juste en éclairer une partie. On n'a pas la prétention de faire le tour de sujet sur cette notion qui est très très vaste. Et on va revenir sur un des aspects, mais qui n'est pas la totalité de cette souveraineté alimentaire, qui est les dépendances externes, les dépendances aux pays tiers, aux pays étrangers, pour éclairer la souveraineté alimentaire. Donc la souveraineté alimentaire, on doit concerner l'ensemble des dépendances étrangères. Alors ce sont les dépendances en termes de flux. Ça va être bien sûr ce à quoi on va penser immédiatement, c'est-à-dire dépendances aux importations notamment, pour nourrir les Français. Ce n'est pas les seuls qu'il faut intégrer. On a des dépendances aussi à des flux qui sont en amont. On pourrait penser aux fertilisants, on peut penser à d'autres produits. On a même des dépendances qui ne sont pas strictement sur les flux. On peut penser aux normes. La guerre normative, c'est un sujet de souveraineté aussi, sur comment on définit les produits, comment on les qualifie pour pouvoir assurer leur commercialisation ou leur mise sur le marché, y compris national. Voilà, l'idée, c'est de s'interroger sur les dépendances étrangères. Et donc avec l'idée qu'on ne pourra pas chercher l'autarcie, on va d'ailleurs essayer de pas de démontrer, mais en tout cas d'éclairer cet élément important, c'est-à-dire que l'autarcie n'est pas forcément l'alpha et l'oméga de la souveraineté alimentaire, c'est pas la seule façon de l'atteindre, et quelque part d'ailleurs on verra que pour la France c'est sans doute assez illusoire. Mais ce qu'on va chercher, c'est une maîtrise suffisante des dépendances externes. L'idée, c'est de travailler sur la maîtrise de ces dépendances, pas forcément de les annuler, et donc en essayant de qualifier à la fois leur pertinence, leur nécessité, le cas échéant. Parfois, on ne peut pas se passer de dépendances externes. Voilà. Et donc pour le coup, on va essayer d'éclairer à la fois la dépendance à l'importation, ça c'est l'élément le plus évident auquel on pense en matière de souveraineté alimentaire, mais aussi des formes de dépendance de notre système alimentaire à des marchés pays tiers, y compris à l'export. Alors on ne met pas sur le même plan la dépendance à l'importation et la dépendance à l'exportation, on n'est pas sur des notions qui sont équivalentes en termes de souveraineté, mais dépendre aussi de pays de marchés tiers pour exporter, c'est une forme ça peut être une forme de fragilité, c'est bien sûr une force d'un point de vue compétitivité, d'un point de vue balance commerciale, mais ça peut être une fragilité du point de vue de la souveraineté. Donc l'idée, c'était pour nous de dresser un diagnostic qui est un diagnostic partiel, j'ai mis l'accent vraiment là-dessus, on n'éclaire qu'une partie du sujet, on n'a pas prétention à éclairer la totalité de la souveraineté alimentaire. Donc des dépenses externes de notre système par rapport à l'international. Donc on les a abordées via la dépendance au commerce international. On n'a pas intégré d'autres dimensions qui sont par exemple les investissements directs étrangers, le fait que des entreprises étrangères viennent s'implanter sur le territoire national. Ça peut poser des questions en termes de souveraineté. On n'a pas du tout traité cette dimension-là, donc on n'a pas d'éléments à partager sur ce sujet. Et pour aborder donc ces dépendances externes, on s'est appuyé sur ce qu'on appelle les indicateurs de bilan qu'on calcule assez traditionnellement à FranceAgriMer, et on l'a fait pour une trentaine de produits. Rapidement, les indicateurs de bilan, qu'est-ce que c'est ? On part du principe d'une identité emploi-ressources. C'est-à-dire qu'au départ, on a des ressources. Les ressources, ça va être la production nationale. Vous l'avez ici en bleu sur le graphique. Puis ça va être des importations qui vont venir compléter cette production nationale. Et en face, l'ensemble de ces ressources vont être utilisées à différentes fins. Donc il y a différents usages qui vont être des usages internes. Ici, on a regroupé sous le terme de consommation. Alors ça peut être des usages industriels, donc de la consommation indirecte, mais on va un peu simplifier quand même. Et puis il y a d'autres usages possibles qui sont les exportations, c'est-à-dire qu'en gros, on va exporter une partie de la production nationale ou une partie de ce qu'on aura importé préalablement. Et puis il y a des stocks qui peuvent jouer d'une année sur l'autre. Je ne vais pas rentrer dans ces subtilités. Donc sur la base de cette identité emploi-ressources, donc production et importation d'un côté, et puis exportation, consommation de l'autre, on peut calculer des indicateurs de bilan, et on essaiera de vous montrer en quoi il est important de ne pas calculer un seul indicateur. Donc ce auquel on pense, c'est toujours la dépendance aux importations. La dépendance aux importations, ça va être le ratio entre la partie mauve ici, la consommation, rapportée aux parties en orange ici, donc la part des importations dans la consommation. Un autre indicateur assez classique, c'est le taux d'auto-approvisionnement. C'est le ratio entre le bleu, donc la production, et puis la consommation en rose. Et donc on voit que quand on a une production qui est inférieure, donc quand la partie bleue est inférieure à la partie rose, eh bien on est obligé d'importer pour assurer les usages nationaux. Donc quelque part, on peut mesurer par là une forme d'autosuffisance. Je parle ici d'autosuffisance apparente, je n'entrerai pas dans les subtilités, il y a pas mal de sujets méthodologiques derrière, c'est pas si simple que ça peut paraître sur ce graphique-là, de faire ces estimations, il y a beaucoup d'éléments de conversion à apporter. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails méthodologiques. Donc on va calculer ces trois indicateurs, à la fois le taux d'auto-approvisionnement, la capacité d'exportation, c'est-à-dire la part des exportations sur la production, ça c'est la dépendance de notre production nationale
aux débouchés externes. Donc on a aussi une forme de dépendance qui peut arriver par là. Voilà, c'est à la fois la puissance exportatrice, mais aussi comme je le disais, une forme de dépendance. Et puis donc on l'a fait pour une trentaine de produits. Vous verrez dans les graphiques, il y a un code couleur par famille de produits. Je ne vais pas forcément toutes les détailler, mais on a essayé de distinguer aussi selon les familles de produits. Alors qu'est-ce qu'il en est à date? Ici vous avez sur une moyenne des 3 dernières années, on a essayé de lisser un peu. Alors c'est un lissage qui est que partiel, hein. Par exemple pour les céréales ou les oléoprotéagineux, on a des telles variations de rendement parfois d'une année sur l'autre que même en prenant une moyenne triennale, on peut avoir des effets le lissage peut ne pas être suffisant, mais enfin toute production confondue, c'est déjà intéressant. Donc on a sur la moyenne des 3 dernières années disponibles, vous avez ici le point de situation sur les 30 produits, donc avec 17 produits pour lesquels le taux d'auto-approvisionnement est supérieur à 100%, c'est-à-dire qu'en apparence en tout cas, on est en situation de pouvoir nourrir, de pouvoir en tout cas assurer les utilisations domestiques par la production nationale. On en a 4 pour lesquels on est légèrement en dessous, vous les avez ici. C'est la farine de blé, mais on sait qu'on est très nettement excédentaire en blé pour le coup. La viande bovine, le colza et puis les œufs. On va avoir 4 autres produits pour lesquels on a un niveau qui a quand même un peu plus singulièrement décroché. Ce sont les légumes, les fruits, le poulet et le beurre. Vous voyez que d'ailleurs au passage qu'on n'a pas de produits avec un taux qui est entre 85 et 95%. C'est-à-dire qu'en fait on a ceux qui sont très proches d'une forme d'autosuffisance et puis après on décroche un peu plus nettement. Et puis il y a 5 produits pour lesquels on est très inférieur à 100%. On a les ovins et le soja, où on est plutôt autour de 50%. Et puis, si on descend encore sur les produits tropicaux, c'est assez logique. Les fruits tropicaux et les agrumes, on est beaucoup plus bas. Le riz et l'huile de palme, qu'on ne produit absolument pas. Voilà, donc des situations très contrastées. Encore une fois, ça nous semble important de partager ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas une approche en moyenne ou une approche qui essaie de regrouper l'ensemble des situations. On perd en tout cas en intérêt pour illustrer la question de la souveraineté, puisqu'on voit bien que selon les productions, on est dans des situations assez différentes. Si on regarde les deux indicateurs, la capacité d'exportation et la dépense aux importations, ça permet de faire un petit portrait par famille de produits. On voit un excédent, et ça c'est pas une surprise pour personne j'imagine, un excédent sur céréales, sur vin, sur sucre, et une situation de déficit, ça aussi c'est connu sur fruits et légumes, hors pommes de terre. Sur oléagineux, mais ça on va y revenir. Et puis une situation contrastée sur les viandes, c'est un peu moins net. Et puis ce sur quoi je voulais attirer l'attention, et Cécile y reviendra aussi d'ailleurs, c'est sur les produits laitiers, où on a une production qui est déséquilibrée en France. C'est-à-dire qu'on a un excédent de protéines, c'est-à-dire qu'on exporte de la protéine et puis on importe de la matière grasse parce que la consommation française ne matche pas, si je puis dire, désolé pour l'anglicisme, la production en termes de taux de protéines dans le lait. Donc on voit bien qu'on est obligé aussi, indépendamment des questions de stricte compétitivité, on est de toute façon obligé d'importer un peu de beurre et d'exporter de la matière protéique. Donc on a ce qu'on peut dégager en dehors de cette mise à plat, c'est une situation de dépendance généralisée aux échanges. Ça c'est important de le souligner. Sur les 30 produits qu'on a étudiés, vous les avez ici dans le plan. Vous les avez ici dans le plan avec d'un côté donc la dépendance aux importations d'une part, et puis en bas la capacité d'exportation. Assez logiquement, assez intuitivement, on pourrait se dire qu'un produit soit il est importé, soit il est exporté. Et donc on devrait se trouver à chaque fois sur les axes des abscisses et les axes des ordonnées. On voit en fait que c'est pas du tout le cas. Et on a dans le plan des points qui sont répartis assez haut en fait, on va dire, par rapport à l'axe par rapport aux axes. Ça, c'est ce que je vais essayer d'illustrer. Donc, on a sur les 30 produits concernés, on en a 27 qui sont soit avec un taux d'importation supérieur à 20%. Ça veut dire concrètement que 20% de la consommation des Français, la consommation apparente, calculée par bilan, est importée. Donc, un produit sur 5, on va dire, est importé dans la consommation. Et un produit sur 5, ou alors, c'est l'un ou l'autre, là, pour le coup, un produit sur 5 national est exporté. Donc, on a une dépendance aux exportations qui est aussi significative. C'est-à-dire qu'en gros, on exporte plus d'un cinquième, de ce qu'on produit. Et puis, c'est peut-être plus intéressant, on a 13 produits sur les 27 qui sont soit l'un, soit l'autre. On en a 13, on a la moitié, pour lesquels on a une dépendance à la fois aux importations et aux exportations. Alors, on va en présenter quelques-uns. C'est le cas du blé dur. Le blé dur, c'est une production assez particulière. C'est-à-dire qu'on est exportateur net et très largement de blé en grains. Et puis, on importe très largement les pâtes qu'on consomme également. C'est le cas du sucre, c'est le cas du vin également, c'est le cas des produits laitiers. On voit les produits laitiers alors il y a toute la galaxie des produits laitiers, c'est ce qui est en bleu là, c'est ce qui est dans la petite galaxie des produits en bleu, à l'exception des yaourts qui sont en bas, parce que les yaourts c'est plus compliqué
à faire circuler. Mais sinon, pour les produits laitiers, on voit qu'on est à un assez haut niveau de dépendance pays tiers, à la fois à l'import et à l'export. Et je fais justement le parallèle entre les produits laitiers et les céréales, pour le coup c'est à l'exception du blé dur, où on voit que sur les céréales aussi, on a une grande gamme de dépendance aux exportations. Par contre, on est très très peu dépendant aux importations, à part le blé dur, encore une fois, quel que soit et le riz, qui est tout en haut là-bas, quelle que soit la céréale. On a effectivement les produits tropicaux, pour lesquels on est totalement dépendant des importations. Voilà. Ce que ça signale, c'est des filières qui sont notamment très intégrées internationalement. Les filières qui sont justement dans le plan assez haut par rapport aux axes sont des filières qui sont très intégrées, notamment dans les chaînes européennes. C'est le cas du sucre, c'est le cas des produits laitiers par exemple. Donc des filières qui sont très intégrées, et puis des décalages aussi, c'est ce que ça signale, j'ai dit tout à l'heure sur le lait, des décalages entre production et consommation, même pour une filière donnée. Je l'ai dit pour les produits laitiers, c'est valable pour les volailles aussi, on pourra y revenir si vous voulez, c'est valable pour les poissons également. C'est-à-dire qu'en gros, les poissons qu'on consomme ne sont pas les poissons qu'on produit dans nos eaux. Et donc on va exporter une bonne partie de ce qu'on produit ou de ce qu'on pêche, et puis inversement, on va importer une grande partie de ce qu'on consomme. C'est le cas pour les vins également, pour lesquels en gros on va exporter pas mal de vins plutôt haut de gamme, et inversement on va importer des vins plutôt peu chers, notamment d'Espagne. Ce que ça signale, ces décalages entre production et consommation, c'est que finalement l'autarcie complète, elle n'est pas envisageable, sauf à jouer sur la consommation des Français. C'est-à-dire que si on veut jouer que sur la production, on n'arrivera pas, de toute façon, même en dopant notre production sur tous les secteurs, si tant est qu'on en ait les terres, l'eau et les ressources. De fait, on n'arriverait pas à atteindre l'autarcie, puisqu'on a cette question de décalage. Les Français ne consomment pas des produits qui sont des produits équilibrés. Ils consomment des volailles qui ne sont pas des volailles, qui ne sont pas une belle carcasse de volaille. Ils vont consommer plus de filets que d'ailes, par exemple. Et ça vaut aussi pour le porc, mais ça, on va y revenir. En termes d'évolution sur 10 ans pour ces différents indicateurs, ce qu'on peut constater, c'est qu'il n'y a pas d'effondrement de la souveraineté perçue par ces indicateurs de bilan. On a une baisse limitée du taux d'auto-approvisionnement. Je l'ai mis en médiane. C'est-à-dire qu'en gros, il y a sur 30 produits, 15 qui sont au-dessus et 15 qui sont au-dessus de moins 2%. Donc sur 10 ans, 2% de baisse, ce n'est pas une baisse annuelle, c'est une baisse sur 10 ans de 2%. Ça reste encore, c'est une baisse, mais ça reste encore limité. Par contre, avec une grande hétérogénéité. Vous voyez effectivement ici sur le plan, l'évolution, si vous regardez les ordonnées, c'est très très marqué. On a des produits qui ont bien progressé. C'est le cas des ovins et c'est le cas du soja. Je vous rappelle, les ovins et le soja, c'est des productions sur lesquelles on est très loin de l'autosuffisance. C'est pour des raisons assez différentes. Pour le soja, on a un retour de la production domestique. Pour les ovins, c'est aussi un recul de la consommation domestique. Donc parfois, les causes derrière ces progressions de taux sont différentes. Et puis on a les produits pour lesquels on a les plus grosses inquiétudes qui émergent, notamment médiatiquement ces derniers temps, mais c'est pour des bonnes raisons. C'est le cas du poulet, on voit à moins 24%, ou des fruits tempérés. Si on regarde maintenant la dépendance aux importations, on retrouve à peu près un certain nombre de constats similaires. On a une hausse limitée, mais quand même un peu plus importante, de la dépendance aux importations. J'ai mis encore en évidence ici les produits laitiers, mais on les retrouvera aussi pour les exportations. C'est-à-dire qu'il y a une internationalisation croissante des produits laitiers, que ce soit à l'importation ou à l'exportation. On voit, mais ça on va y revenir aussi, certains produits oléoprotéagineux en marron ici, Févrole colza. Colza, on a perdu de la sole sur les 10 années, mais après avoir une progression aussi. On voit le vin, et puis on voit ici les deux points en vert, c'est les fruits et légumes. Et puis sur les produits tropicaux, on voit qu'on n'a pas beaucoup progressé, mais c'est normal parce qu'on était déjà dans une très forte dépendance aux importations. Et puis en capacité d'exportation, pour le coup, il y a plutôt un maintien, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment une dégradation dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs de la capacité exportatrice, mais avec des différences, et on perçoit une légère, c'est pour ça que j'ai manifesté avec le petit trait en pointillé, on perçoit une légère logique de spécialisation, c'est-à-dire qu'en fait, on a plutôt accru notre dépendance aux exportations là où on est fort sur les exportations, et on a plutôt réduit là où on n'était déjà pas très fort en matière d'exportation. Donc c'est un phénomène qui est assez connu en théorie économique et qu'on illustre un peu ici. Alors ça c'était pour la mise à plat donc, de ces indicateurs pour les différentes productions qu'on a pu suivre. On n'a pas toutes les productions, je rappelle on est sur une trentaine de produits, il y en a beaucoup plus qu'il faudrait suivre, mais c'est quand même assez illustratif de la diversité des situations françaises. Voilà, la question c'est est-ce que toutes les dépendances se valent-elles? Parce que là c'était une mise à plat technique. On peut au moins distinguer, je pense que ça c'est assez évident, nos dépendances vis-à-vis du reste de l'Union européenne et puis les dépendances vis-à-vis des pays tiers.
C'est assez logique, la dépendance vis-à-vis de l'Union européenne a progressé sur plusieurs décennies, et ça c'est le fruit de la construction européenne en tant que telle, du projet européen, le marché unique et puis un certain nombre d'harmonisations de normes techniques ou de normes sanitaires font que les dépendances avec les pays de l'Union européenne ont fortement progressé. Et on peut quand même assez facilement souligner que c'est la dépendance à la Chine ou à l'Allemagne, c'est quand même pas exactement de même nature en termes de souveraineté. Je ne parle pas en termes de compétitivité, mais en termes de souveraineté, on voit bien la différence qu'il peut y avoir. Alors, ce qu'on peut en dire pour ces dépendances pays tiers, donc on a essayé de regarder la part des pays tiers dans les importations d'une part ou dans les exportations, et puis on l'a couplé avec la dépendance aux importations, parce que si on est dépendant à 3%, c'est pas très grave, que ce soit uniquement vis-à-vis de la Chine, ça ne changera pas grand-chose pour l'équilibre des filières nationales. Et donc ce qu'on voit, vous voyez ici, c'est une assez nette dépendance aux importations pays tiers, notamment sur les oléagineux. Donc vous avez ici le colza, la palme et le soja. C'est des dépendances pays tiers qui sont relativement importantes aussi sur légumes frais, sur les ovins, et ça on verra que c'est un effet Brexit aussi en partie, parce que le Brexit fait qu'on a donc le Royaume-Uni qui était membre de l'Union européenne devient pays tiers, et pour certaines productions ça change ce ratio part des pays tiers dans les importations. Voilà. Et puis ce qui est intéressant, c'est de mettre en parallèle sur ces deux graphiques-là, vous avez donc la part des pays tiers dans les exportations d'une part, ça c'est le graphique qui est le plus à droite pour vous, et puis la part des importations. Et ce qu'on voit, il y a plein de points très différents, ce qu'on voit c'est quand même que le nuage de points il est beaucoup plus élevé sur les exportations. Notre dépendance pays tiers, elle est bien davantage la dépendance exportation est bien davantage une dépendance pays tiers que du point de vue des importations. Pour les importations, on voit que le nuage de points il est quand même parfois élevé, mais il est en moyenne plus bas que sur les exportations. Ce qu'on peut aussi indiquer, c'est que par rapport à la médiane, la dépendance aux importations, elle s'est accrue. Donc le niveau de points, il est plus bas que pour les exportations, mais il s'est accru. Ce qui n'est pas le cas pour le coup. Non, pardon, ça ne s'est pas accru pour les importations, alors que ça s'est accru pour les exportations. Et on voit là aussi un effet quelque part de dépendance avec les lignes manifestées ici. C'est-à-dire plus on est dépendant aux importations et plus on dépend notamment des pays tiers. Alors, on ne peut pas conclure sur ces graphiques. On ne peut pas conclure sur ces graphiques que la dépendance européenne est sans risque pour autant. Parce que dans la dépendance européenne, on va avoir des dépendances indirectes aux pays tiers aussi. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. On n'a pas travaillé spécifiquement là-dessus. Mais parfois on va dépendre. C'est le cas, je vais prendre un exemple assez caricatural. Je crois que c'est notre troisième fournisseur d'huile de palme, c'est les Pays-Bas, bien connus pour leurs arbres. Voilà. Il n'y a pas de production bien sûr aux Pays-Bas, mais c'est de la réexportation. Les Pays-Bas importent comme tout le monde de l'Indonésie ou de la Malaisie et puis réexportent notamment vers la France. Donc voilà, toujours se méfier de la dépendance pays tiers. C'est pas forcément une dépendance strictement interne à l'Union européenne, puisqu'il faudrait contrôler en fait de ces éléments de réexport. Un mot sur le Brexit, j'ai dit, ce qui est intéressant à signaler en termes de souveraineté avec ce qui a été le Brexit, donc c'est ce premier pays à sortir de l'Union européenne après des vagues d'adhésion successives. Ça a davantage accru notre dépendance pays tiers à l'export, puisqu'on exporte c'est assez logique, notre balance commerciale vis-à-vis du Royaume-Uni est traitement excédentaire. Donc ça a augmenté notre dépendance pays tiers à l'export pour notamment les fruits et légumes, le vin et puis les fromages, où il y a une petite faute. Et plus qu'à l'import, à l'importation, ça a vraiment accru notre dépense pays tiers pour les ovins, parce que c'est un pays qui importe beaucoup en France, et puis pour certains fromages notamment. Voilà, en tout cas, ce qui est intéressant de regarder par rapport à cette dépendance pays tiers, c'est l'intérêt de réfléchir à cette question de souveraineté aux deux échelles, à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. On ne va pas forcément rentrer très loin dans la discussion sur le sujet, mais on voit bien qu'il y a un sujet d'articulation entre ces deux échelles territoriales, avec deux échelles d'action politique qui sont importantes. Ce qu'on a regardé aussi, c'est aussi la concentration de notre dépendance pays tiers, ou notre dépendance externe, vis-à-vis d'un seul partenaire. Ce qu'on a voulu illustrer par là, il y aurait d'autres façons de le faire, mais on l'a fait avec la dépendance au premier partenaire, donc premier client d'une part, ou premier fournisseur lorsqu'il s'agit d'importation. L'importance du premier partenaire, parce qu'on voit bien que c'est quand même pas la même chose quand on est dépendant d'un portefeuille de clients, d'un portefeuille de fournisseurs qui est assez diversifié, et on sait que quand il y en a ici un met des barrières à l'export ou des barrières à l'import, on sera moins gêné
on sera moins embêté que si c'est très concentré. Donc vous avez ici la part du premier fournisseur par rapport à la dépendance aux importations. J'ai aussi croisé les deux dimensions parce qu'encore une fois, si on dépend que de 5% de nos importations pour un produit, c'est pas très grave que ce soit très concentré, ça ne va pas changer la face de la France. Inversement, on voit que quand on est très dépendant, les produits tropicaux, hein, donc on est dépendant, très très dépendant des importations, il est important d'avoir un portefeuille, on va dire, d'importation qui est diversifié. On voit que si on regarde les deux à la fois, donc importation d'une part et exportation d'autre part, pour le coup, c'est la conclusion inverse de tout à l'heure par rapport aux pays tiers. C'est-à-dire que nos exportations sont plus diversifiées que nos importations. On a vraiment une dépendance d'importation qui est très concentrée, c'est quand même assez significatif. Je reviens sur la diapo d'avant. Je vous ai mis le chiffre ici. Hein. On a, pour les produits qu'on a considérés, on a une dépendance au premier fournisseur qui est toujours supérieure à 20%. C'est-à-dire que dans nos importations, le premier fournisseur représente toujours plus d'un cinquième de ce qu'on importe. Et la médiane, donc il y a en gros autant de produits au-dessus qu'en dessous, est à 39%, quasiment 40%. Et on est parfois très 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 élevé. Hein. Sur le vin, par exemple, l'Espagne représente, ça doit être pas loin de 70% de nos importations. Alors on sait qu'on est exportateur net de vin, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais on voit quand même qu'on a une dépendance pour nos importations qui est très concentrée. Alors pour le coup, par contre, l'avantage, si on peut dire, c'est que pour les importations, on est principalement sur une dépendance à un pays étranger qui est un pays européen. Et donc, je vous ai mis les pays en question. Hein, c'est nos principaux concurrents, c'est pas une surprise, c'est l'Espagne, les Pays-Bas ou la Belgique selon les produits. À part quelques productions pour lesquelles c'est un pays tiers. Et donc, je l'ai dit, hein, notre dépense à l'export est beaucoup moins concentrée, et ça, c'est plutôt un élément positif, même si, pour le coup, on est davantage à une exposition pays tiers, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, moins dépendant d'un seul client, mais plus dépendant d'un client qui n'est pas membre de l'Union européenne. Voilà, quelques éléments qu'on voulait présenter. Je vais aborder quelques éléments de conclusion, et puis des pistes d'ouverture, parce qu'il nous semble intéressant. Le travail n'est pas terminé, hein, comme je le disais, c'est une contribution. Ce travail, en tout cas par les indicateurs de bilan, il nous semblait utile pour objectiver certaines dépendances en les contextualisant, en abordant une dimension qui est à la fois spécifique à chaque filière, mais qui permet d'avoir un regard un peu transverse. Donc ça nous semblait vraiment intéressant parce qu'on ne peut pas conclure en moyenne. En fait. Ce que j'ai indiqué, c'est qu'on a intérêt de regarder chacune des dimensions, et Cécile va en illustrer pour 4 différentes. Peut-être nuancer certaines expressions, certains discours aussi sur le sujet. Ce qu'on a pu voir, hein, c'est qu'on est plutôt dans une situation de dégradation de la souveraineté alimentaire telle qu'on l'éclare, en tout cas par les indicateurs du bilan. On ne peut pas dire que le bilan soit plutôt positif sur les 10 années écoulées. On n'est pas sur un effondrement. Vous voyez, hein, les médianes, c'était de l'ordre de 1, 2, 3% d'évolution, en général, malheureusement, pas positive. Mais 3% sur 10 ans, ça reste encore quelque chose de maîtrisé, si on peut dire. Et puis, on voulait souligner aussi que c'était une problématique export, parce que ça, on ne le dit peut-être pas assez. Encore une fois, hein, les exportations ne sont pas problématiques en soi, on ne va pas dire ça, mais il faut toujours les réfléchir d'un point de vue de la souveraineté, dans le fait qu'on peut se mettre en situation d'être très dépendant de certains pays pour nos débouchés. Et ces débouchés-là, ils peuvent être essentiels pour l'équilibre économique des filières. Donc intéressant de regarder aussi cette dimension-là. Voilà, mais c'est une contribution, hein, on n'a pas éclairé la totalité des dimensions du sujet, loin de là. Je l'ai mis, on a une question de périmètre, on a traité notamment les produits bruts, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais on aborde assez mal les produits de seconde transformation, notamment dans ces approches, parce que c'est pour des questions méthodologiques, c'est pas facile. On est sur une approche en volume, mais on n'a pas beaucoup traité, même si parfois on l'éclaire de manière indirecte. Les questions de gamme, on l'éclaire notamment sur le vin, par exemple. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a des importations de vin parce qu'en fait, on ne produit pas assez certains types de vins qui seraient utiles pour la consommation. Et inversement, on va exporter des produits plus qualitatifs. Et il y a plein de dépendances externes qu'on n'a pas traitées. On a mis quelques éléments dans le document sur la dépense aux engrais, sur la dépense à l'énergie. On sait que ça a été des sujets, enfin, ce sont des sujets clés en ce moment. Et puis je l'ai dit, mais je le rappelle, il y a d'autres dépendances externes qui sont importantes à considérer quand on parle de souveraineté, hein, en termes de notions politiques. Ce fait de dépendance au système politique, des dépendances au système normatif, au système d'information et de données, en gros, qui émettent des systèmes d'information par lesquels transitent les données utiles. Il y a plein d'autres dimensions qu'on n'a pas traitées dans ce travail, mais qui seraient intéressantes à articuler aussi. Et puis toujours en termes d'articulation, mais ça je l'ai dit, je le redis aussi, vraiment un sujet en soi qui est le sujet de l'articulation entre souveraineté française et souveraineté européenne sur ces questions quand on sait qu'on a une politique agricole commune. Un mot pour situer quand même par rapport aux autres pays. On ne peut pas aller très loin sur ce sujet-là parce que comme on l'a vu en France, on a besoin de maîtriser vraiment assez bien les données pour pouvoir éclairer les évolutions pour les productions françaises. Donc c'est assez compliqué de se comparer à ce qui se passe ailleurs dans le monde, surtout que les situations sont très différentes. On a quand même mis ici, je vous ai mis ici donc la situation de la France par rapport à différents pays du monde.
vous voyez, le nombre de pays est très différent parce que c'est les données FAO-Stat, et les données FAO-Stat ne sont pas toujours remplies, et pas toujours bien remplies pour tous les pays. Mais vous voyez ici donc à la fois les classes de dépendance de taux, ici c'est le taux d'auto-approvisionnement, pardon, les classes de taux d'auto-approvisionnement, d'autosuffisance si on veut, des différents pays. Et puis la position de la France avec en niveau, donc le rang ici, on a 22% de pays qui ont un taux supérieur à celui de la France, et la France se situe donc dans la tranche 100-110%. On voit, quand on regarde ce graphique-là, on voit vraiment que on n'a pas trop de sujets sur les céréales. On est dans une situation excellente par rapport aux autres pays du monde. On est même très très nettement dans le top 10, on est dans les 5%, on va dire, des pays avec la situation la plus favorable. On voit aussi, c'est intéressant quand même de voir que les céréales, c'est la base alimentaire à peu près partout dans le monde. Les céréales ici, c'est à la fois le riz, le maïs, ça va être surtout le riz et le blé en termes de dépenses alimentaires humaines. Et on voit qu'on est sur une situation où la partie rouge en bas est très élevée. C'est la plus élevée pour ces catégories de produits, alors même que c'est la base alimentaire. Donc on voit qu'en fait la situation de dépendance est très forte sur la base alimentaire, plus qu'elle n'est notamment, si on regarde sur le lait, c'est caricatural, même sur les fruits et légumes. Ça peut s'expliquer, je pense, par un effet de revenu aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas le choix que de se nourrir en céréales. Donc on va importer dans tout, quoi qu'il arrive. Sur les fruits et légumes, c'est davantage, je pense, des effets de revenu, et ce qui fait qu'on va ajuster plutôt, je pense, la consommation à la production que passer par les importations. Mais ça reste des hypothèses à tester. En tout cas, ce qu'on voit, une situation qui est très différente. Et si on veut se situer, on voit bien qu'on est plutôt très bon sur les céréales. On n'est pas si mauvais que ça, finalement, sur les viandes, sur les produits laitiers. Et c'est sur les fruits et légumes, mais on sait que c'est un sujet d'actualité sur lesquels on n'est quand même pas vraiment dans une situation très brillante. Mais encore une fois, c'est des travaux qu'il faudrait approfondir, parce qu'il faut vraiment analyser les données ou les réalités derrière ces données-là, plutôt. Voilà. J'ai bientôt terminé, c'est la dernière diapo. Au-delà de ces mises à plat, de ces chiffres, de ces calculs d'indicateurs, il y a un élément important qui est à prendre en compte, c'est que la notion de souveraineté, c'est une notion politique, c'est une notion stratégique. La question qui n'est pas traitée ici, c'est est-ce que toutes ces dépendances sont aussi importantes? Et ça, c'est pas une question à éclairer par les services techniques. C'est pas moi qui vais dire en gros qu'il est plus important d'être souverain en fruits, en légumes ou en produits laitiers. Mais c'est une question qui est importante. On l'a vu, on n'atteindra pas l'autarcie, on n'atteindra pas l'autosuffisance sur tous les produits. Et donc il y a une question qui est, est-ce que toutes ces dépendances se valent? Est-ce que toutes ces dépendances sont également importantes? Est-ce qu'elles sont consenties ou est-ce qu'elles sont subies? On n'a pas traité cette question-là et pourtant elle est importante. Est-ce qu'on subit ces dépendances ou est-ce qu'on les a acceptées? On verra d'ailleurs, c'est un sujet, je pense, sur la question des oléagineux notamment. Est-ce qu'on est sur une dépendance qui a été acceptée à un moment donné ou pas? Est-ce qu'elles sont graves? Est-ce qu'elles sont réversibles? Toutes ces questions-là, on ne les a pas traitées, elles sont également importantes. C'est en traitant ces questions-là aussi qu'on abordera la totalité de la question de la souveraineté. Et puis, sur les leviers pour les renforcer, ce qu'on voit, c'est que on met bien sûr l'accent sur la puissance agricole. Ça va jouer énormément dans la souveraineté alimentaire. Ce n'est pas la seule. On a abordé des questions de manière un peu indirecte sur la diversification de nos importations, la diversification de nos portefeuilles d'exportation également, ou la sécurisation des flux dans ces deux sens. Voilà, je vais passer la parole à Cécile pour quelques exemples peut-être un peu plus concrets sur des productions. Merci Pierre. On s'était dit que la discussion serait assez théorique et on voulait rentrer dans des exemples assez précis pour illustrer les propos. Et on a pris 4 produits, on aurait pu en prendre plus, mais on ne voulait pas. Vous aurez le détail dans les documents. Le blé tendre, qui est une valeur sûre de l'agriculture française, mais dont il faut effectivement rester vigilant puisqu'elle a une exposition assez large aux aléas externes. Les fromages, qui sont un aliment typique de l'alimentation française et pourtant qui présentent des dépendances. Pierre vous l'a montré dans les graphiques. La viande porcine, qui dépend de la Chine et c'est nécessaire. Et enfin, les fruits et les légumes tempérés, c'est une filière en difficulté. J'en reparlerai un petit peu par la suite. Alors d'abord, le blé tendre. Le blé tendre, c'est une céréale qui est extrêmement répandue en France, qui est produite très très largement. Et vous l'avez en fait grâce à ces graphiques que vous retrouverez systématiquement dans les présentations et dans les documents que vous pourrez télécharger en ligne plus tard. Vous voyez que la production qui est en bleu
est largement excédentaire par rapport à l'utilisation qu'on peut en faire au niveau national. Et c'est donc la consommation ou l'utilisation, c'est la barre violette. Vous voyez qu'on a un très très fort taux d'approvisionnement ou un taux de couverture de la consommation nationale par la production. C'est représenté par les indicateurs. Donc le graphique de droite que vous avez, les courbes jaunes et rouges sont très très largement supérieures, enfin favorables. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'elles sont stables dans le temps. Le taux d'approvisionnement pour le blé tendre, parfois il évolue. Et par exemple, c'était en 2016, il a été fortement orienté à la baisse. C'est typiquement parce qu'on a eu une mauvaise récolte en 2016. Les conditions climatiques étaient défavorables. Du coup, ça baisse fortement ce taux d'auto-approvisionnement français. Mais néanmoins, il reste extrêmement favorable. On n'a aucune dépendance aux importations et on a évidemment de fait une capacité d'exportation qui est très stable dans le temps et qui est très importante, et ça participe d'ailleurs à notre balance commerciale dans l'agroalimentaire. Par contre, ce que je vous disais, il est nécessaire de rester vigilant sur cette filière. Vous avez ici donc, en rouge notre capacité d'exportation qui évolue donc depuis 2004, et vous voyez qu'elle est toujours à un niveau fort. Et puis derrière, vous avez en surface la part de notre premier client, le bleu ciel, c'est quand même l'Algérie. C'est un pays tiers. On a parlé des dépendances pays tiers aux dépendances Union européenne. Dans le cadre des céréales, on est fortement dépendant aux pays tiers. Et du coup, et l'année 2022, malheureusement, nous a bien illustré ces propos, on est fortement dépendant des événements géopolitiques mondiaux. Et c'est très très important de le garder en tête. Ces situations peuvent évoluer de façon rapide ou majeure. On a des dépendances indirectes aux intrants importés, puisque pour le blé tendre, effectivement, il faut des engrais. Et effectivement, là, on n'est pas souverain en production d'engrais. Donc c'est nécessaire d'avoir recours à des importations. Et là encore, la géopolitique est importante. Et puis aussi, on est dépendant des utilisations intérieures. Et au pays de la baguette, vous savez que la consommation française de pain diminue régulièrement. Et ça fait partie aussi des dépendances. Si on mange de plus en plus de riz, alors qu'on est largement dépendant du riz, on l'importe à 100% quasiment. La production camarguaise ne suffit pas. Et du coup, voilà, il faut quand même rester vigilant sur ces filières, même si les indicateurs du bilan nous disent qu'ils sont plutôt favorables. On est dans une situation, une bonne situation, mais il faut quand même faire attention au contexte géopolitique. C'est très très important. Un deuxième produit emblématique de la France, les fromages, c'est quand même, ça fait partie de notre gastronomie, de notre, un élément essentiel. Et le salon de l'agriculture, vous avez tous pu en manger dans les différents stands. Il y a une diversité impressionnante et on est tout à fait on est largement excédentaire en termes de production par rapport à la consommation. C'est toujours les barres bleues et les barres violettes, c'est toujours les mêmes codes couleurs. Néanmoins, il est nécessaire d'avoir un recours aux importations. C'est la barre orangée que vous voyez. Et vous voyez que depuis donc 10 ans, les importations se sont accrues assez significativement. Là, donc, notre dépendance aux importations également, c'est la courbe bleue sur le graphique de droite. Et donc, mécaniquement, le taux d'importation, le taux d'auto-approvisionnement a diminué. Cette dépendance est liée à une hausse de la consommation tout au long de la période. Et en fait, c'est un facteur, en fait, c'est un reflet de la mondialisation, notamment de l'alimentation. En fait, elle s'est beaucoup internationalisée et on a de plus en plus besoin de fromages ingrédients. Et donc, le cheddar, la mozzarella, ce n'est pas forcément les fromages que l'on produit le plus et on doit absolument en importer.
Et là, vous avez les origines de nos importations donc, depuis 2004. Un avantage, c'est qu'on est fortement dépendant des pays de l'Union européenne et non pas des pays tiers, ce qui quand même nous sécurise. Mais en tout cas, au pays du fromage, on n'échappe pas quand même à la mondialisation des échanges. Et pour votre information, un tiers de la production mondiale de fromage est échangé dans le monde. Donc c'est vraiment un produit qui est très international, même si on n'a pas forcément cette image. Une illustration également des échanges français. Vous voyez sur le graphique de haut donc l'évolution de notre balance commerciale en volume et l'évolution de notre balance commerciale en valeur pour les fromages. Donc on est largement exportateur, c'est les barres bleues. On continue d'importer et on importe de plus en plus. Mais comme on importe des fromages ingrédients qui sont moins valorisés alors qu'on exporte des produits beaucoup plus qualitatifs avec nos fromages AOP, etc., on a une balance commerciale qui finalement se stabilise, alors toujours excédentaire, mais qui est stable en valeur alors qu'elle diminue en volume. C'est des illustrations. Sur le vin, on a aussi ce genre ces courbes qui sont équivalentes. Une entrée, alors là c'est un peu, on a besoin d'importer des produits de moins haute qualité, plutôt des choses de moins bonne gamme, alors qu'on exporte des produits haut de gamme, des vins haut de gamme en l'occurrence. Un autre exemple, celui de la viande porcine. Alors la situation, vous voyez les barres bleues et les barres violettes, elles sont plutôt équivalentes. On a une situation équilibrée de façon apparente. Mais en fait, on doit quand même recourir aux importations, et de même on exporte, parce que si on devait être autosuffisant sur le territoire national, on devrait avoir des cochons qui n'ont ni oreilles, ni pieds, ni queue d'ailleurs. Mais par contre, ils devraient avoir 4 jambons. Alors la génétique a fait des progrès, mais pas suffisamment pour avoir des cochons à 4 jambons. Et donc du coup, on est obligé en fait d'importer une partie donc, de la viande que l'on consomme en France, et on doit exporter les produits du cochon qu'on ne consomme pas, les oreilles, les pieds, etc. Et à cet égard, heureusement qu'il y a la Chine et que les Chinois donc, mangent ce que nous ne mangeons pas. Et donc, on exporte essentiellement des oreilles, des pieds aux Chinois. Et vous voyez sur le graphique de droite, la part de la Chine dans nos exportations est devenue majeure. Elle est de plus de 20% en fin de période. Alors là également, on est aussi une illustration de la dépendance aux pays tiers. Le fait que ce sont les Chinois qui consomment nos oreilles et nos pieds de cochon que l'on produit en France. Si le gouvernement chinois décide de fermer ses frontières, comme il peut le faire pour garder sa main sur la nourriture de sa nation, on peut avoir des difficultés donc, à exporter une partie de nos cochons produits. Et donc il faut tout à fait rester vigilant par rapport à ça. Heureusement, ils aiment beaucoup ça, et donc jusqu'à présent, ils nous ont importé. Sur le graphique de gauche, vous avez la différence entre ce que nous importons et ce que nous exportons en termes de répartition en volume. Vous voyez que nous exportons, alors donc, voilà, on envoie beaucoup des abats et beaucoup donc, de la graisse, etc. Et par contre, on importe beaucoup des jambons ou de la viande, de la charcuterie également en provenance d'Italie. Enfin, le dernier exemple qu'on voulait vous produire, ce sont l'exemple des fruits et légumes tempérés qui se trouvent dans une situation beaucoup plus difficile par rapport aux autres produits que j'ai pu vous montrer. La situation est vraiment préoccupante. Elle n'a cessé de se dégrader donc, depuis 2004. Et pourtant, la France a tous les atouts pédoclimatiques pour être souveraine. Et l'a été il n'y a pas si longtemps, puisqu'en 2004, vous voyez la courbe rouge, elle est quasiment à 100%. Alors, en fait, cette baisse des indicateurs du bilan, enfin, en tout cas, du côté défavorable de la situation en France, c'est lié à
à une baisse des surfaces qui sont consacrées donc, à la production de ces produits qui est importante donc, depuis 10 ans. Et on l'a étudié en 2020 dans un diagnostic que nous avons fait à FranceAgriMer sur la compétitivité des filières agricoles françaises. Et il y avait beaucoup de professionnels autour de travail. On a travaillé sur les indicateurs également. Et en fait, le diagnostic qui a été porté, c'était la baisse structurelle de la production, donc, qui devait être compensée donc, par des importations. Que ce soit pour les légumes ou les fruits frais, les importations se sont accrues en provenance des pays de l'Union européenne, ça c'est plutôt favorable, l'Espagne ou l'Italie, mais aussi de pays étrangers comme le Maroc ou la Turquie. Et évidemment, compte tenu de la multiplicité des produits, des fruits et des légumes, les situations sont très diverses. On est exportateur net en pommes, on est dépendant au kiwi de la Nouvelle-Zélande, notamment parce qu'on désaisonnalise notre consommation et donc on n'est pas capable de produire du kiwi toute l'année, de même que d'autres produits, la tomate on pourrait le dire de la même façon. Par contre, au niveau de la fraise, la situation s'est améliorée grâce à une volonté portée par la filière de manger français. Et ça a été très porteur. Et en fait, les situations ne sont pas figées. Et ça, c'est important de le dire. Dans les facteurs de compétitivité qui sont identifiés, je ne vais pas refaire l'ensemble du document, vous pourrez le relire, il est toujours d'actualité, mais les professionnels avaient identifié le coût du travail, le coût des intrants, les nouvelles contraintes sanitaires, le manque de recherche par rapport à ces produits, le peu d'investissement dans les outils productifs. En fait, ça coûte très très cher d'avoir des usines qui transforment les produits. Et puis toujours, alors là, c'est pas propre aux filières fruits et légumes, mais le manque d'attractivité des métiers agricoles, c'est quelque chose dont on parle beaucoup avec la souveraineté alimentaire sur ce salon, les coûts logistiques, etc. Et du coup, ça a été très très important pour les filières. Et en ce moment même, donc on ne pourra pas en dire plus, mais le ministre raconte les conclusions qui ont été faites sur le plan de souveraineté qui a eu un gros groupe de travail en fin d'année 2022 et début 2023 qui ont regroupé des professionnels, plus de 130 personnes, membres, des groupes de travail, etc. Et le plan de souveraineté donc, est dévoilé ce matin même par le ministre. Donc, pour essayer donc, de devenir de plus en plus souverain. Je n'ai pas parlé ici des fruits et légumes tropicaux où de toute façon, là, on n'est pas en capacité de les produire, mais c'est encore évidemment bien plus accru. Voilà, je pense que je vais laisser la parole à Monsieur Lamaire. Eh bien, merci. On peut déjà remercier Pierre Claquin et Cécile Guillot de FranceAgriMer pour la présentation de l'étude. Pour des raisons de planning de Salon de l'Agriculture, le temps d'échange sur cette étude aura lieu après l'intervention de Benjamin Lamaire qui arrive. Donc si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les noter. Et Pierre Claquin et Cécile Guillot pourront y répondre en aval. Et tout de suite, je vais donc Benjamin Lamaire de Terre Univia. Je vais vous laisser présenter votre organisme. Puis après, comment dans votre organisme, c'est un exemple très concret de l'étude qui vient d'être présentée. Et tous, donc merci d'avoir invité Terre Univia à vos travaux et à la présentation de cette étude-là qui est effectivement très riche. Alors Terre Univia, c'est l'interprofession des huiles et protéines végétales que je préside depuis le mois d'octobre. Je suis agriculteur en Alsace, je produis du maïs, du blé et du soja. Et comme toute interprofession, en fait, on est constitué de différents collèges. Et nous, on a une particularité, on va de la semence, tout commence par la semence, les semenciers sont présents dans notre organisation. On a les agriculteurs multiplicateurs de semences, les producteurs évidemment qui cultivent toutes ces graines. Alors les graines, ce sont les oléagineux, les protéagineux, donc le colza, le tournesol et le soja pour les oléagineux, et pour les protéagineux, le pois, la févrole, le lupin et aussi les légumes secs, lentilles et pois chiches. On a ensuite les collecteurs, donc les organismes stockeurs, les coopératives, les négoces, et ensuite les différents transformateurs. Donc on a aussi avec nous la luzerne qui est là à tous les étages évidemment, de la production jusqu'à la commercialisation. Et donc les transformateurs, ça va être les transformateurs qui font de l'huile, ça va être les transformateurs qui font de la protéine et des transformateurs qui font de l'alimentation du bétail.
Donc voilà le panel un peu de toutes nos familles. Alors nous, dans nos travaux, en fait, on a la moitié de nos financements qui vont vers la recherche et développement. On a un quart de nos financements qui vont vers un fonds d'innovation et de structuration des filières. Et on a enfin un dernier quart qui est pour la vie propre de l'interprofession, dont le travail est de travailler sur les données, la connaissance du marché, la connaissance des filières, la structuration des marchés, la contractualisation, la promotion des produits. Voilà. Et comme le disait Pierre, une des souverainetés, c'est aussi d'avoir les bons indicateurs, les bons chiffres. Et donc nous, c'est une grosse partie de notre travail, en fait, de construire les boussoles, de savoir ce qui se passe et d'avoir les chiffres pour savoir comment orienter, en fait, l'organisation du marché et réagir aux signaux de marché de consommation et aux signaux réglementaires également, comment on peut réorienter, en fait, notre organisation. Alors, si on parle des chiffres, si je peux réagir un petit peu sur l'étude que vous avez présentée. Donc, on a les mêmes chiffres en fait que ce que vous avez présenté. On n'a pas forcément la même façon de les présenter. Et puis à l'exemple de ce que vous avez fait sur les différentes productions, on a aussi des facteurs d'explication par rapport à ce que vous avez pu donner. Alors je ne vais pas les faire tous dans le détail, mais sur le colza, grosso modo, on est à l'équilibre entre la production et la consommation en France. On a même une petite capacité d'exportation. Mais en fait, il y a des questions géographiques, c'est-à-dire que tout le quart nord-est de la France, en termes logistiques, va plus facilement aller sur une exportation vers le Rhin et vers l'Allemagne et les Pays-Bas. Et du coup, on va importer sur la façade atlantique, enfin du côté de la Manche, l'équivalent des graines en fait, dont on a besoin pour consommer en France, mais qui sont partis en Allemagne. Donc là, on a des phénomènes géographiques en fait, qui expliquent pourquoi on réexporte une partie et on importe une partie de notre consommation, alors qu'on aurait pu être autosuffisant en fait sur ces graines-là. Sur le tournesol, c'est un petit peu différent. C'est des questions d'usage et d'utilisation. On produit beaucoup de tournesol pour l'industrie de transformation, pour de la friture notamment, en France. Et là, c'est un marché qui est très porteur, où la France est très compétitive sur ce marché-là. Et du coup, on exporte une partie de ce tournesol. En revanche, en huile de table, c'est pas ces variétés-là. Du coup, on va importer une partie de ces huiles de table. Alors on pourrait multiplier les exemples à foison, le soja, etc. Le soja, on est plutôt déficitaire d'ailleurs. Après, nous, on a une autre approche que ce que vous avez présenté là, c'est-à-dire qu'on va, comme on a plus de 80% de l'utilisation de nos graines, c'est pour l'alimentation animale. En fait, les fabricants d'aliments du bétail, ce sont des formulateurs. Et nous, on va raisonner en termes de substitution d'une graine à l'autre. Ça veut dire qu'on va pouvoir, c'est pas juste, on a besoin de tant de milliers de tonnes de soja, c'est que on pourrait remplacer une partie de ces milliers de tonnes de soja par du tournesol décortiqué dont on peut faire des tourteaux qui ont un profil nutritionnel qui est assez proche, avec des rééquilibrages de formules derrière, et on peut du coup changer la façon dont on approche la souveraineté par ce biais-là. Et c'est ce qu'on fait nous finalement, c'est-à-dire qu'on étudie pas les graines espèce par espèce et les besoins par besoin, mais plutôt les matières riches en protéines, globalement, et on regarde notre taux de dépendance par rapport à ces matières riches en protéines. Alors, quelle est la situation en France ? À ce stade, on est à peu près autosuffisant sur 50% de nos besoins sur les matières riches en protéines. Alors, on importe beaucoup de soja pour couvrir nos besoins, pour l'aliment du bétail, on pourrait utiliser par exemple beaucoup plus de poids, mais on a des soucis sur cette filière pour le développement de la filière. Et donc il y a des rééquilibrages comme ça qui peuvent se faire. On cherche évidemment à développer le soja sur le territoire, mais on n'arrivera pas à substituer complètement le soja qui vient d'Amérique du Sud. Alors peut-être je voulais refaire un rappel historique un peu. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans cette situation finalement de dépendance par rapport aux protéines végétales ? Alors je vais remonter assez loin, on vient après-guerre. Sorti de la Deuxième Guerre mondiale, le plan Marshall aide les Européens à se reconstruire, et petit à petit les Européens disent bon ok, on va essayer aussi nous de se prendre en main et d'être un peu plus autonomes. Et à partir du milieu des années 60, les Européens ont décidé de mettre en place une politique agricole commune qui était une des premières politiques communes de l'Union européenne, de la communauté européenne qui commençait à naître à ce moment-là. Et c'était vraiment un enjeu stratégique fort, majeur pour le continent. Mais les Américains ne voyaient pas ça forcément d'un très bon œil. Donc ils ont dit, ok, vous pouvez mettre un système d'aide ou de prix réglementé sur votre territoire, un système de barrières aux frontières, un système d'aide à l'exportation. La seule condition, c'est que notre soja rentre à droit de douane 0 sur votre territoire.
Et les Européens ont accepté, c'était la condition. Et donc c'était le péché originel, j'ai envie de dire, parce que ça a complètement perturbé la possibilité de cultiver des légumineuses sur le territoire, parce que les références prises sur le soja ont fait que cultiver des légumineuses, c'était pas rentable pour les agriculteurs français. Et donc on a des déséquilibres en fait, de marché qui viennent de là. Et on a eu de cesse, alors à partir, la PAC a fonctionné pendant 10 ans comme ça, et milieu des années 70, les États-Unis qui avaient un problème de production sur leur soja ont décidé de faire un embargo et de ne pas exporter. Et là, on a vraiment ressenti ce que c'était que la dépendance. C'est-à-dire que l'ensemble du système français et européen était sous la pression parce qu'il n'y avait plus accès à ces graines américaines qu'on était incapable de produire nous et que nous envoyaient selon leur bon vouloir. Donc c'était vraiment très dangereux et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à construire les premiers plans protéines. Donc les plans protéines, certains disent que c'est un marronnier, hein, c'est-à-dire qu'il y a un Xème plan protéines, etc. En fait, ils ont émergé à partir de ce moment-là, mais à chaque fois, ils répondaient à une situation, à des impératifs qui ont évolué dans le temps. Et d'où la nécessité aussi de continuer à avoir des plans qui s'adaptent en fait à cette situation. On n'est plus dans la situation de 1973 aujourd'hui, évidemment. Et donc, les plans protéines doivent accompagner cette évolution. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Je vous ai dit 50% de dépendance ou 50% d'autonomie. On peut voir le verre à moitié plein aussi. Si on se compare à la moyenne européenne, l'Europe assure 35% de ses besoins en termes de production, de matières riches en protéines. Donc en France, on est très en avance en fait par rapport à ça. Et on veut aller encore au-delà, c'est-à-dire qu'on veut gagner encore 10 points d'autonomie à l'horizon 2030, c'est-à-dire arriver à 60%. Alors où est-ce qu'on en est ? On a fait le bilan avec le ministre il y a une dizaine de jours sur un point d'étape où on était à ce stade. Sur les oléagineux comme le colza et le tournesol, on arrive à l'objectif qu'on s'était fixé déjà. On arrive à maintenir à peu près 2 millions d'hectares de colza et de tournesol sur le territoire. Et donc là, on est plutôt bien. C'est des productions donc, qui apportent des tourteaux donc, pour l'élevage français donc, qui améliorent très fortement l'autonomie. En revanche, pour les protéagineux, on est encore loin de l'objectif, c'est-à-dire qu'on veut augmenter encore de 40% les surfaces, et là ça stagne un petit peu. On a des effets liés au changement climatique qui nuisent au rendement, et donc il y a même des producteurs qui se posent la question, on est plutôt en décroissance même sur certaines espèces, hein, des producteurs qui reculent sur la production de pois, la production de févrole, enfin voilà, là c'est plutôt dramatique, et donc on est en train d'essayer de trouver les voies et moyens pour renverser la tendance. Et puis on a aussi le secteur des légumes secs, lentilles, pois chiches, dans l'alimentation humaine, où là aussi on importe 60% de nos besoins, alors qu'on pourrait très bien développer et cultiver ces plantes sur notre territoire pour l'alimentation humaine. Il nous paraît important, nous, que tout ce qui est dans l'alimentation humaine aille dans la consommation, soit d'origine française, pardon. Alors pour développer notre plan également, on s'est basé sur les questions de montée en gamme. Hein. L'idée étant que produire à la mode française, ça veut dire produire sans OGM, ça veut dire produire sans déforester, si on prend l'exemple du soja. Ça veut dire produire avec tout un tas de moyens de production qui sont différents de ceux de l'importation. On a beaucoup moins de produits phytosanitaires, on a des normes sociales, des normes environnementales, etc. qui sont à des standards beaucoup plus élevés, et finalement tout ça, ça a un prix. Et qui est capable de valoriser ce prix ? Et on a travaillé, nous, avec les filières d'aval, avec les filières d'élevage notamment, et on s'est aperçu en fait que c'était sur des segments plutôt premium, sur les signes officiels de qualité, label rouge, bio, IGP, AOP, sur lesquels les consommateurs sont déjà plutôt engagés sur des produits qui coûtent un peu plus cher que la moyenne, qui ont une certaine image et qui valorisent une certaine qualité, et sur lesquels on peut se dire que s'il y a une alimentation du bétail, par exemple 100% française, derrière ces produits-là, les consommateurs seraient prêts à payer un léger surcoût beaucoup plus facilement que si on allait sur des segments moyen de gamme ou entrée de gamme, en fait, ou premier prix. Hein. Et donc c'est sur ces segments-là qu'on a développé avec les filières la façon de tirer en fait l'ensemble de la chaîne de valeur en partant de la consommation et en remontant ensuite le flux de la filière. Alors l'idée de structurer la valeur, et ensuite on a aussi nous évidemment tout un tas de problèmes à résoudre.
On a des problèmes logistiques pour la collecte de ces graines. C'est des petits volumes, hein. Si vous voulez, dans un silo d'une coopérative, un silo, ça fait 5000 tonnes. Moi, sur ma ferme, je cultive, j'ai 1500 tonnes. Toutes espèces confondues, hein. Si je prends juste mon soja, j'ai 100 tonnes de soja. Donc, c'est pas du tout à la même échelle, en fait. Et donc, il y a besoin de pouvoir mettre en place des systèmes logistiques dédiés. Donc, ça coûte un peu cher, c'est un peu de l'épicerie, etc. Mais voilà, donc il y a besoin d'aide un peu pour structurer tout ça. C'est notre travail d'interprofession, vu qu'on a tous les maillons de la filière, hein, d'essayer d'aligner ça, de voir ce qui bloque et d'aller chercher des aides à l'investissement, des aides au fonctionnement pour ce genre d'outils, de l'innovation. Voilà, c'est un exemple au niveau de la logistique. Donc, je ne vais pas être trop long, mais nous, notre idée, c'est vraiment de partir en fait des usages et de voir comment est-ce qu'on peut améliorer la réponse de l'agriculture française à ces usages. Merci Benjamin Lamère. Est-ce que on va peut-être commencer le temps d'échange maintenant? Est-ce que parmi les auditeurs, auditrices, il y a des questions, peut-être déjà à Benjamin Lamère et puis après à Pierre Claquin et Cécile Guillot? Oui, madame? Non? Ouais. Juste sur l'huile de tournesol, comme on en a beaucoup parlé avec l'Ukraine, est-ce que de fait, il y a quelques grands projets qui sont en train de se structurer? Alors oui, on travaille là-dessus effectivement pour mettre en place une unité de trituration de graines de tournesol supplémentaire en France. Il y en a déjà au moins 2 que je connais qui tournent, hein, et l'idée c'est peut-être d'en rajouter une 3e, sachant que l'Ukraine exportait très peu de graines en fait, mais plutôt de l'huile et du tourteau. Et donc là, on a vu une augmentation nous, des surfaces de tournesol en France aussi. On est passé de 650 000 hectares il y a 2 ou 3 ans à quasiment 900 000 aujourd'hui. Donc il y a aussi un engouement des producteurs pour cette graine. Il y a un effet changement climatique aussi, puisque le tournesol est un peu plus résilient et demande un petit peu moins d'eau. Il y a une évolution de la limite nord de la culture du tournesol aussi qui remonte en France, qui fait qu'on a effectivement un peu plus de production et donc un peu plus de graines à transformer. Et malheureusement aussi en Ukraine, la guerre a fait que les outils de trituration ont été sérieusement dévastés et que donc il y a de la graine en Ukraine, mais il n'y a pas de quoi la transformer alors qu'elle était transformée là-bas avant. Et donc il risque aussi d'y avoir un flux de graines qui arrive en France et qui pourrait être transformé pour alimenter le marché français. Alors après, les phénomènes de pénurie qu'il y a eu quand même, c'était beaucoup de l'affolement de la part des consommateurs, puisqu'en volume, il y avait de quoi, vous avez vu, on arrive à nourrir la population quand même. Il y a eu des réaffectations qui ont été faites aussi avec la guerre, hein. Mais surtout, c'est quand les rayons sont vidés très vite, voilà, les chaînes logistiques derrière, les chaînes d'embouteillage, les chaînes de production n'arrivent pas à suivre. On ne va pas doubler les chaînes du jour au lendemain pour prendre un pic de consommation comme ça qui est un peu irrationnel. Et en fait, c'est pour ça qu'on a vu les rayons se vider pendant un moment. Non, c'est une autre question. Vous avez parlé des lentilles et du fait qu'on n'était pas autosuffisant en lentilles. Il me semble qu'il y a une concurrence des lentilles canadiennes assez forte. Et selon un rapport d'Interbev, alors là, c'est eux qui disent ça, qu'il y aurait eu une demande d'augmentation de la LMR du glyphosate du glyphosate en général, mais dans le but d'importer des lentilles canadiennes. Et la LMR aurait été multipliée par 10 au niveau européen pour arriver à 10 mg, soit le double de la limite du Canada même. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à dire dessus? Je pourrais vous dire ça en commentaire, hein, quasiment, mais voilà. Oui, mais il y a effectivement des pressions qui viennent du côté du commerce international. Par rapport à ces questions-là, et encore une fois, nous on trouve assez inadmissible le fait que, alors déjà qu'on puisse laisser importer des lentilles sur lesquelles on met du glyphosate en culture pour les défaner en fin de cycle, hein, voilà, ça déjà. Nous, le glyphosate en France, en Europe, il est utilisé en interculture, jamais en culture. Donc là, on a un exemple vraiment totalement opposé. Et puis en plus, quand les LMR montent, voilà, ça aide pas effectivement à développer les filières locales, hein. Une autre question ici.
Non, juste savoir si justement ce combat-là, au niveau syndical, il prend pas plus d'ampleur, de se dire on a des normes très, très restrictives en France pour la production, mais qu'en est-il de la consommation ? On le pousse quotidiennement. Hein. Enfin, je ne veux pas dire qu'on s'épuise, mais on manque pas d'énergie, donc on remet à chaque fois l'ouvrage sur le métier. Mais oui, ça fait partie effectivement des enjeux normatifs. De dire dans le codex qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, et puis surtout, on demande nous la mise en place de clauses miroirs et de réciprocité dans les accords internationaux notamment. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, notamment sur l'étude au départ peut-être ? Vous avez présenté 4 filières en particulier. Est-ce que vous avez analysé aussi particulièrement la filière du sucre ? Alors oui, justement, ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que donc le document alors que vous avez eu sur vos chaises reprend plutôt la partie que Pierre Claquin vous a présentée tout à l'heure. Il est théoriquement mis en ligne ce matin en même temps sur le site internet. La semaine prochaine, on va publier une deuxième version de ce document souveraineté alimentaire et qui va reprendre ce qu'on a appelé nous dans notre jargon les fiches produits et qui reprend pour la trentaine de produits qu'on vous a exposés, plus les produits de la pêche et de l'aquaculture. Les tableaux principaux, les graphiques principaux sur des indicateurs de bilan qu'on a fait. Donc je vous ai montré volontairement quelques illustrations sorties de ces fiches produits et il y a le sucre dedans. Alors je ne les connais pas par cœur, il faudrait que je prenne mon anti-sèche, sauf si vous avez une question très précise. Voilà, donc ça devrait être mis en ligne en fin de semaine prochaine, je pense. Je vais juste rajouter un point à ça pour signaler qu'on est sur un travail qui s'appuie sur des données parfois qui peuvent paraître presque anciennes, alors même qu'on est sur des années qui s'arrêtent en général à 2021. Typiquement, je reprends la filière volaille par exemple, on n'a pas l'impact de la dernière crise d'influenza qui a sérieusement ébranlé le bilan français. Donc on est avant IAHP, dès la dernière crise IAHP en France pour la filière volaille. Je voulais juste préciser ça pour pas qu'il y ait de surprise par rapport à ça. L'idée, c'était d'éclairer moins les parties conjoncturelles que les évolutions un peu structurelles. Sur 10 ans, c'est de la tendance encore assez courte en termes de souveraineté. Voilà, on n'a pas tous les derniers éléments. On veut consolider. Pour consolider les bilans, ça prend un petit peu de temps. Encore une fois, ça peut paraître simple comme ça. Il y a des calculs derrière qui ne sont pas si évidents que ça, de conversion à différents stades, etc. Donc, il faut un peu s'y prendre à l'avance. Voilà. Il n'y a pas la dernière crise IHP, par exemple, pour la filière volaille. Je préfère le dire tout de suite. Oui, bonjour. C'est une question pour vous, monsieur le maire. Vous avez rappelé la dépendance de l'élevage français aux importations de protéagineux et de tourteaux. Mais le développement des cultures d'oléagineux en France, il dépend à la fois des débouchés en alimentation animale et aussi en huile. Et finalement, moi, je connais assez mal le marché des huiles. Est-ce qu'il n'y a pas un levier à augmenter les débouchés en huile, en agrocarburant par exemple, pour augmenter notre autonomie protéique en élevage? Alors sur l'huile, c'est vrai que ça a apporté le développement de la filière pendant une trentaine d'années à partir de 1992 quand il y a eu la PAC qui a instauré les jachères et la possibilité qui avait été donnée à ce moment-là de faire des cultures non alimentaires sur ces jachères. Donc ça a développé l'huile pour le biocarburant notamment. On a quand même des questions. Alors il faut absolument garder ce débouché-là parce que c'est le coproduit maintenant de ces protéines végétales. Mais on a quand même une limite agronomique, notamment la culture du colza. Alors, le tournesol, on n'a pas encore atteinte, il y a encore des possibilités de développement. Mais sur le colza, on a 1,4, 1,5 million d'hectares sont possibles. On est à 1,2 million d'hectares à peu près. Pourquoi ? Parce que certaines zones climatiquement, c'est difficile de faire du colza. Et surtout, il faut faire une rotation. Il faut laisser 4 ou 5 ans entre deux cultures de colza sur la même parcelle. Parce que sinon, on commence à avoir de sérieux problèmes de ravageurs et de maladies. Donc,
il y a cette limite-là qui fait que on plafonne un peu du côté du colza. Tournesol, on a encore des marges de développement. Le soja, on peut en faire. Le soja produit pas beaucoup d'huile. On a du mal à la transformer quand même, l'huile de soja. Hein. C'est de l'huile en termes alimentaires. Il n'y a pas d'habitude beaucoup en Europe de ce côté-là pour la consommation. Elle est plutôt utilisée en aliment du bétail, du coup en complément, mais voilà, les débouchés sont assez limités. Et typiquement en soja, on est à 180 000 hectares à peu près en moyenne sur ces 3 dernières années. On peut monter à 300 000 hectares, mais après ça va être difficile d'aller au-delà. Donc ça tire de ce côté-là, voilà. Et puis ensuite, le pois et la févrole, là, il y en a vraiment une reconquête à faire sur ces espèces-là. Donc on a encore des marges de manœuvre, c'est pour ça qu'on nous, on ne vise pas une autonomie à 100%. Hein. On pense que 60%, c'est atteignable. Ça ne va pas être facile d'ici 2030. Mais voilà, une fois qu'on sera à ce niveau-là, on pourra se reposer des questions, voir comment est-ce qu'on peut encore avancer. Mais nous vraiment, on a une double contrainte, triple contrainte, pardon, c'est d'avoir des débouchés, d'être compétitif et surtout d'avoir les moyens de produire parce qu'on a, avec le changement climatique, un game changer assez important et les pressions réglementaires sur les utilisations de produits phytosanitaires notamment, la question de la souveraineté se repose aussi avec d'autres termes. D'autres questions, oui. Bonjour, tout d'abord merci beaucoup à France Agrimaire pour ces éléments qui sont hyper intéressants et éclairer les débats qui ont cours en ce moment à la fois au sein du ministère en France et aussi au niveau européen. Moi j'avais une petite question, petite, je ne suis pas sûre qu'elle soit petite, vous l'avez abordée notamment sur, quand vous avez présenté les résultats sur le blé. Est-ce que vous avez des données ou des informations éventuelles à nous donner en complément sur le contenu importé en consommation intermédiaire ou en intrant de nos résultats en production et en exportation ou est-ce que ces chiffres-là sont plus difficiles à décortiquer et montreraient peut-être des résultats un tout petit peu différents en termes de souveraineté pure, si on doit parler comme ça pour parler... Le contenu en intrant à la production, en fertilisant, etc. À la prod, oui. Ouais, on n'a pas forcément fait ces éléments en tant que tels. On n'a pas forcément je me remets dans le cadre. On n'a pas forcément toujours la compétence aussi à France Agrimaire pour travailler sur les marchés des engrais, parce que c'est pas des productions agricoles, c'est pas des filières alimentaires en tant que telles. Pour le coup, malgré tout, on sait qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont importants à rappeler sur le sujet. Globalement, au niveau européen de mémoire et sous le contrôle de l'assistance, on doit avoir à peu près un tiers, je pense, de l'azote qui est importé. Au niveau européen, on est je crois, à 2 tiers pour le phosphore, et on doit être à 80% pour la potasse. Avec au passage quand même pour ces productions-là, l'importance, on l'a rappelé lundi sur le stand aussi, l'importance de la Russie, l'importance du Bélarus aussi sur la potasse de mémoire, qui est un très important producteur et exportateur mondial de potasse. Donc on n'est pas souverain, et ça c'est important, on l'a rappelé un peu, Cécile l'a dit un petit peu, effectivement on exporte du blé, mais pour exporter du blé il faut pouvoir l'amender, et amender du blé ça suppose qu'on apporte des engrais. Le sujet sera très différent pour l'azote, parce que l'azote, on peut en produire, c'est en train de se développer sans recours au gaz naturel. C'est pas pour tout de suite, mais c'est en train d'arriver, même si c'est pas généralisable tout de suite. Pour la potasse ou le phosphore, c'est des ressources qu'on n'a pas sur le territoire, on n'en a pas, et on n'en aura jamais, sauf à changer le périmètre du territoire. On va rentrer plutôt dans des dimensions qui sont importantes, au-delà de sécuriser la production chez nous. C'est comment on sécurise nos importations, comment on sécurise nos dépendances. On l'a dit pour la filière oléagineux, on ne va pas forcément atteindre les 100%. La question c'est comment on sécurise les pourcents qui nous manquent. Parfois ça va être 15. Si c'est 5, probablement que ce ne sera pas très grave, on arrivera à se débrouiller. Quand on est à 50-60% de dépendance, on va chercher à sécuriser en fait, cette dépendance-là. Et ça ne sera pas forcément par relancer la production sur tous les produits. On a un territoire limité, on a des ressources limitées. Encore une fois, les ressources en phosphore, elles sont très concentrées. Je rappelle ça, vraiment, c'est important. Hein. De mémoire, 70% des ressources en phosphore dans le monde sont au Maroc au Maroc. Donc on a 3-4 pays qui font le marché mondial, pas plus. La question c'est comment on joue en gros, comment on s'assure qu'on ne se met pas en situation de surdépendance sur le sujet.
Il y a plein de thématiques intéressantes derrière ça, et c'est pas des sujets qui sont simples. Mais là, on va chercher plutôt à sécuriser nos apports, peut-être aussi à sécuriser, à pas mettre un peu moins en flux tendu, moi je pense, sur ces importations-là aussi, pour pouvoir absorber les chocs un peu mieux. Voilà, c'est un sujet assez différent finalement des produits alimentaires. Oui. Bonjour, Alessandra Kirch chez Agriculture Stratégie. Merci pour tout ce travail. C'est vraiment passionnant ce que vous faites sur les éléments que vous apportez. C'est indispensable. Juste pour aller plus loin, est-ce qu'il est prévu chez vous de faire des études pour étudier l'impact de la transformation entre ce qui est importé, exporté, et ce qui aboutit à des ratios importation sur consommation qui peuvent être importants, alors qu'on a un ratio production sur consommation qui est déjà élevé. On voit dans de nombreuses filières, on importe beaucoup alors qu'on est très largement autosuffisant. Et dans un de vos rapports, vous aviez évoqué que par exemple, on exporte des pommes de terre, on importe des chips. On va exporter des poulets, on va importer des morceaux. Est-ce que vous avez prévu d'avoir un travail qui permet d'analyser un petit peu plus le poids de l'impact transformation, de la compétitivité plus importante de la transformation dans les pays tiers sur cette dépendance aux importations? On avait fait un rapport, enfin Cécile l'a rappelé, on a fait un rapport sur la compétitivité des filières, donc publié en 2021, où on aborde aussi un certain nombre de ces dimensions-là. Ça vaut aussi pour j'ai en tête les fruits et légumes transformés, c'est-à-dire qu'en fait, et c'est assez intéressant à aborder, parce que c'est pas si simple et c'est pas si... Ça supporte assez mal les approches caricaturales. La compétitivité de notre filière fruits et légumes transformés, elle dépend des importations. C'est assez compliqué d'être compétitif sur nos filières d'exportation en fruits et légumes transformés, sans recours aux importations. Il y a vraiment des sujets qui sont comme ça, des sujets intéressants à creuser filière par filière. Forcément, ce qu'on fait là, c'est un panorama un peu transverse. Hein. Ça suppose toujours des approfondissements par filière, parce que c'est toujours un peu frustre. Mais ça permet de lever un peu ces lièvres-là ou ces sujets-là. Au fond, c'est pas un sujet identique pour chacune des filières. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Moi, je l'ai rappelé, hein, la dépendance export, c'est pas la même chose qu'une dépendance importation. On ne met pas sur le même plan. On traite les deux, mais on ne met pas sur le même plan. Hein. En termes de balance commerciale, ça n'a rien à voir. En termes de compétitivité, ça n'a rien à voir. Mais en termes de souveraineté, c'est pas complètement inintéressant. Si on développe la production nationale, il faut qu'on s'assure que c'est bien valorisé par les débouchés nationaux aussi, et que ça ne part pas à l'exportation. Voilà, il y a tous ces sujets-là qui sont intéressants. On n'a pas tout traité. On a encore des années d'études, je pense, devant nous sur ces sujets-là. On n'est pas au bout de la réflexion. D'autres questions? Eh bien, merci à tous alors, et merci. On peut encore remercier les intervenants. Merci à Benjamin Lamère, merci Pierre Claquin, merci Cécile Guillot et à France Agrimaire d'avoir organisé cela. Et puis, bonne suite et bonne continuation au Salon de l'Agriculture. Merci à tous.